Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde qui nous écoute en ce moment puis qui sont présents, présentes en ligne derrière leurs écrans. C'est vraiment super d'avoir comme 4 invités de marque ce soir pour une discussion. Je suis là, je m'appelle Camille Toffoli, je suis là au nom, je suis libraire à la librairie Le Guéléon. Donc, c'est sur la base de avec ce chapeau que je suis là ce soir pour que j'ai le plaisir d'interviewer 4 autrices et auteurs autour de nouvelles parutions. Donc, on est là pour célébrer, souligner et discuter autour de la parution de deux nouvelles parutions qui paraissent aux éditions Triptyque. Le premier livre qui paraît aujourd'hui. La correspondance, nous sommes un continent, correspondance Mystidia de Nicolas Dawson et Karine Rousseau. Donc, bonjour Karine, bonjour Nicolas. Allô? Salut, salut. Je me dis le micro à chaque fois, c'est ça va venir. Donc, on souligne aussi la parution du recueil de poésie Tropicaux par Marcela Huerta, qui a été traduit de l'anglais par Daphné B. Donc, le recueil qui a initialement paru en anglais chez Metatron Press, donc qui est traduit, je crois que c'était en 2014, c'est ça, la parution en anglais? 2017. 2017, excuse-moi, ça passe vite. C'est quoi voilà. le temps? C'est génial. Donc, c'est un livre que le lectorat francophone va pouvoir redécouvrir. C'est tout frais arrivé en librairie. Donc, c'est 2 livres qui sont très, très différents. Donc, un livre qui est plus essayistique, qui est plus sous qui est le livre de Nicolas et Karine, qui est plus sous le mode de la correspondance, mais qui a une dimension plus essayistique. Mais il y a aussi beaucoup d'échos dans les thématiques, dans le propos, avec le recueil avec Tropicaux, en fait, puis entre autres, avec les notes de traduction. Daphné est là à titre de traductrice, mais il y a aussi toute une partie essayistique aussi dans cet essai-là, parce qu'il y a des notes de traduction qui sont très riches, puis très, très intéressantes, en fait, puis qui démontrent une grande réflexion sur la traduction, qu'on pourra aborder en ce moment tous ensemble. En fait, j'ai envie de vous lancer sur une première thématique qui est celle de l'amitié. En fait, ce qui m'a frappée, puis c'est peut-être parce que ça fait plus d'1 an qu'on est en pandémie, puis qu'on voit moins nos amis, puis qu'on a moins l'occasion d'échanger avec les gens qu'on aime, puis avec les gens qu'on respecte. Puis il y a beaucoup d'amitiés avec qui on a des relations intellectuelles, mais qui sont plus difficiles en temps de confinement. Mais c'est ce que j'ai trouvé beau puis touchant, en fait, en lisant un après l'autre, à la suite de l'autre, vos 2 livres. Puis souvent, on parle dans le milieu littéraire ou en études littéraires des amitiés littéraires qui sont essentiellement des amitiés qui sont basées sur des parentés esthétiques, sur des parentés idéologiques, discursives, etc. Donc, des amitiés qui se créent vraiment dans le monde des idées. Vous, en fait, dans vos 2 cas, c'est des amitiés qui sont à la fois des amitiés intellectuelles, littéraires, mais aussi des amitiés qui sont incarnées. Donc, vous en parlez, Nicolas Karine, vous avez des amis, des bons amis aussi dans la vie. Puis vous parlez beaucoup dans votre correspondance de des moments où vous êtes rencontrés, des moments que vous avez pensé ensemble, qui n'étaient pas juste les moments de colloque ou de rencontres intellectuelles, mais aussi les moments d'intimité amicale. Marcela, Daphné, vous parlez aussi, en fait, justement, dans la note de traduction à la fin, vous expliquez comment la traduction de cet ouvrage-là vous a permis de vous retrouver aussi dans une période justement en pandémie où on voyait peu de gens, où ça vous a permis d'échanger puis de parler du texte, mais aussi de vous retrouver comme amis. Puis j'avais envie de vous entendre sur en quoi est-ce que justement il y a une relation entre les amitiés qui sont incarnées, qui sont dans la vie, mais aussi des amitiés qui sont intellectuelles. Comment est-ce que ces 2 types de relations-là, dans votre cas, se nourrissent justement? Peut-être je vais commencer. Et je veux dire, pour commencer aussi, que je fais mon mieux avec mon français, mais quelquefois, je pense que je vais changer à l'anglais quand c'est un peu trop difficile pour moi. Mais j'adore cette question parce que je n'avais pas fait la connexion. J'étais en train de lire Nous sommes un continent et j'adore les correspondances. Pour moi, c'est comme une super jolie type de relation que j'ai pas trop dans ma vie. Alors, c'est quelque chose que quand je lis, c'est comme un vrai... quand c'est une bonne connexion, c'est vraiment comme de la magie parce que je trouve ça avec Daphné parce que nous avons beaucoup des mêmes références et avec Daphné, ce que je trouve qu'elle fait avec
son propre travail et je trouve avec cette traduction aussi, c'est qu'elle fait des connexions comme de là à là, c'est comme tout le monde avec deux connexions, c'est comme, je sais pas comment dire en français, mais she can connect one seemingly disconnected topic to another. And for me, I find that I really relate to that. Je sais pas si c'est à cause de une type d'identité que j'ai, que c'est comme I have a lot of different identities that I connect with. And I find that I connect that both in pop culture, in my personal life, oftentimes like movies or a TV show that is like even a reality show connects to me so personally. And that was one of the things that when I was like deepening my like writerly connection with Daphne, that was something that we always bonded over. C'est comme les connexions entre les choses dans le pop culture qui nous affectent comme dans notre day-to-day et qui ont comme des implications beaucoup plus grandes que ce qu'on peut voir sur le surface. Alors pour moi, ça c'était quelque chose que j'ai toujours connecté avec Daphné sur ça, sur cette capacité de voir l'interconnexion du monde et des identités. Daphné, tu Je voulais... vais rajouter quelque chose. Parce que, ben, dans le fond, dans ce panel, je suis la blanche. Puis, je sais que, comme par rapport à mon appartenance culturelle, tu sais, moi et Marcella, on est différentes, mais j'ai l'impression qu'on se rejoint beaucoup. Quand tu dis que ton identité, elle est composite, puis tout ça, ben, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on partage ou qu'on est comme un petit peu capable de comprendre. Puis ça le fait partie aussi du processus de traduction. Ne serait-ce que comme les relations ambiguës qu'on peut entretenir envers notre famille, les expériences de un petit peu de fluidité au niveau social dans les classes, puis tout ça. Puis, ben, c'est sûr aussi, on a partagé des expériences de travail, donc des références, comme tu dis, qui sont semblables. Mais j'allais dire aussi, peut-être, parce que j'ai retrouvé ça dans Nous sommes un continent, tu sais, l'idée d'être un peu comme un outsider ou de jamais ressentir une appartenance totale à un milieu. Je ne sais pas si l'appartenance totale, c'est un fantasme, dans le fond, qu'on se construit, parce que, à mon sens, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans mon expérience de vie. Puis j'ai l'impression que Marcella et moi, on partage ça aussi, l'idée d'être jamais totalement à notre place. Puis c'est drôle parce que j'ai rencontré Marcella dans un contexte où j'étais, oui, dans un contexte littéraire, mais dans un contexte littéraire anglophone. Puis j'ai toujours voyagé, moi, dans ces milieux-là où, tu sais, moi, j'écris en français, mais je faisais partie comme... De quelle communauté est-ce que je fais partie réellement, tu sais, au niveau littéraire, si on parlait de ça. Je me suis jamais sentie totalement dans une communauté ou dans une autre. Ouais. Je ne sais pas si vous vouliez enchaîner, Karine ou Nicolas. Ou... Je suis vraiment content Camille, que tu commences avec cette question-là de l'amitié parce que je pense qu'elle est au centre de ce qui nous relie, toute la gang ici. Je pense que j'ai plein de choses à dire sur l'amitié par rapport à ce livre-là parce que, à Nous sommes un continent, parce que Karine et moi, on commence à le dire souvent maintenant quand on parle de notre livre, là, mais Karine et moi, on s'est connus dans cette correspondance-là. On ne se connaissait pas avant de commencer à s'écrire. On s'est connus dans un colloque à partir duquel on a décidé de commencer une correspondance et c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est vus à l'extérieur quand on avait déjà commencé à correspondre aussi, c'est-à-dire se voir en tant qu'amis, aller prendre un verre, tout ça. On avait déjà commencé à correspondre et donc cette correspondance-là, c'est aussi... puis tu sais, j'avais vraiment pas tant pensé que ça pendant qu'on l'écrivait, c'est quand même pendant 2 ans, mais c'est en relisant les épreuves que je me rendais compte qu'on exhibait aussi le tissage de notre relation amicale, qui est faite donc d'écriture, de relations à la théorie, aussi aux questions raciales, questions politiques, tu sais. Puis par rapport à ce que tu dis, Daphné, ça m'amène à dire une chose, tu sais, c'est vrai que cette appartenance totale, je ne pense pas qu'elle existe et je pense que ça justifie le fait que
on peut avoir tendance à vouloir avoir plein d'amis de différents types de milieux, de différentes cultures, de différentes langues, avec lesquels on partage différentes choses qui nous constituent. Tu sais. Dans le cas d'amitié, ben, je vais parler de mon amitié avec Karine, là, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais tu sais, ce sentiment de porte-à-faux, en tout cas de déconnexion de tout ce qui nous constitue, est commun à tout le monde, peu importe la couleur de peau, peu importe d'où on vient. Moi, avec Karine, et ça transparaît dans notre écriture, je pense, c'est le fait de pouvoir nommer ce sentiment-là, ces déconnexions-là, avec les mêmes mots, elle et moi. Des mots qui s'appellent migration, qui s'appellent Amérique latine, avec des mots en espagnol. Et ces mots-là, je veux dire, ça peut être autre chose. Ça peut être des questions de genre, ça peut être des questions d'orientation sexuelle, ça peut être des questions de culture pop, etc. Pour nous, c'était beaucoup ça, parce que ces mots-là coïncident avec des expériences de vie communes, tu sais. Je pense que cette idée de nommer les choses, ces déconnexions-là, tissent des amitiés très fortes, à mon avis. Je sens qu'il faut que j'ajoute quelque chose. T'es pas obligée. mais non, mais en fait, je suis d'accord évidemment avec tout ce qui a été dit. Puis en fait, je suis très touchée. Je pense que je gardais le silence parce que, tu sais, la table ronde me touche beaucoup. Je me sens très émotive. Là. Puis évidemment, là, commencer par l'amitié, c'est ça. C'est comme, il y a quelque chose qui est de l'ordre, comme quand on tombe amoureux dans l'amitié, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du miracle, tu sais, que deux altérités se rencontrent à un moment précis. J'ai beaucoup aimé, Marcella, quand tu dis qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la magie. Tu sais, des fois, on voudrait être amis avec des gens, on veut donc être amis avec certaines personnes. Ça ne marche pas, tu sais. Mais il y a d'autres fois où ça coule, où c'est facile. Puis c'est ça. Puis je trouve ça particulier, effectivement. Tu sais, Nicolas et moi, ça a commencé par une relation de travail. On a commencé par travailler ensemble, puis on s'est découvert tellement d'affinités, en fait, puis il y avait comme une espèce de canal de connexion qui est effectivement, je pense, lié à toutes sortes de choses, qui est lié à la langue. Je vais pas me mettre à pleurer tout de suite, mais j'ai beaucoup pleuré, moi, en lisant Tropico. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Encore ce matin, je relisais des passages. Donc, je pense qu'il y a des fois, il y a comme des espèces de canaux comme ça, qui nous relie à certaines expériences de vie avec, effectivement, qui sont liées aussi avec une langue. Donc, voilà. Puis je pense que dans notre cas, bien, il y avait tout ça, plus aussi un certain intérêt pour des mêmes questions théoriques aussi dans le cas de Nicolas et moi, mais voilà. Je trouve ça vraiment intéressant, en fait, Daphné, ce que tu suggères quand tu parles de l'appartenance, puis tu demandes, mais qui appartient vraiment complètement à une communauté et tout. Puis j'écoute ce que vous dites, puis je me demande si je lance ça comme ça, est-ce que l'amitié, ce serait pas un espace qui a une signification encore plus politique, encore plus importante pour des gens qui sont pas, justement, qui sont entre deux communautés. Et puis c'est un peu ça qui ressort des deux publications, non? En fait, de vos deux publications, en fait, où c'est l'idée, en fait, de ne pas d'appartenir à un monde, à l'autre, mais de jamais être totalement... Puis que c'est dans cet espace-là métis, justement, que l'amitié prend un sens qui est différent aussi, qui est une communauté, mais qui est petite, mais où les gens se retrouvent dans cet entre-deux-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose en tout cas, qu'on peut lancer. Oui, moi, je pense que l'amitié, ça peut être aussi la reconnaissance d'un fossé infranchissable, d'une différence radicale, genre. Ça me fait penser à quand j'habitais à Taipei, puis j'avais un bon ami taïwanais, puis quand je suis partie, il m'a fait des étampes où c'était écrit en mandarin, genre « Best friend forever ». Mais il me dit, tu sais, Daphné, en dehors du contexte où on s'est rencontrés, jamais on aurait été amis. Puis c'est tellement vrai, qu'est-ce qu'il me dit, puis tellement... dur, mais comme, wow, quelle honnêteté. Ça, c'est magique aussi. Je pense que c'est juste les amis qui peuvent dire des choses comme ça. En tout cas. Oui, moi, ça m'a fait penser à les connexions. Peut-être c'est un peu étrange, je vais essayer de le dire en différentes manières, mais quelquefois, je sens une amitié avec un texte.
Alors, quand j'étais en train de lire Nous sommes un continent, je trouvais cette sens de wow, me too! Ce qui, je trouve, est beaucoup plus rare pour moi avec les lectures que j'ai faites quand j'étais jeune, qui étaient toutes, on va dire, comme européennes, the European canon and all that, les choses qu'on lit à l'école. Mais ces sentiments de connexion qu'on trouve dans la littérature, je trouve que c'est comme une forme d'amitié aussi. Et c'est une forme de comme compliquer notre idée de nos narratives aussi, si ça fait du sens. Comme I find it less isolating when I read about others who have even the same touchstones as me. It suddenly feels like an opening. And so I'm so grateful for that when I see it and when I read it. Et les autres comme mondes que ça peut ouvrir aussi, comme quand on lit quelque chose que après ça on a comme une liste d'autres choses qu'on peut lire pour faire plus de connexion, pour trouver cette conversation et faire la ligne entre les titres. C'est ça que ça me fait penser. Si je peux me permettre, ça me touche ce que tu dis, Marcella, parce que ça, c'est une autre conversation, mais tu sais, je suis directeur littéraire de la collection Poèmes ont été traduits par Tropico, puis Tropico, c'est le premier livre dont j'ai fait la direction littéraire pour cette collection-là. Et moi, quand j'ai lu Tropico en anglais, c'est exactement ce que j'ai ressenti, ce que tu dis, une amitié envers cet univers littéraire, envers ce récit de vie, envers cette langue-là. Puis je me suis dit, il faut que ce soit disponible autrement. C'est-à-dire, il faut qu'on déplace ça vers des réseaux d'amitié littéraires, mettons, en français, pour que des gens comme Karine puissent le lire, pour que d'autres personnes puissent pleurer en lisant ça, pour avoir ce sentiment-là. Évidemment, moi, j'ai senti une connexion avec ce livre-là, forcément, pour toutes sortes de raisons. D'abord, la plus évidente, je suis né au Chili, je suis arrivé quand j'étais très jeune. Ces histoires de relations intergénérationnelles, de l'exil, de l'immigration et de la dictature chilienne, c'est la même. C'est un peu évident, ça. Mais au-delà de ça, parce que, bon, je ne suis pas ami de tous les Chiliens et Chiliennes du Québec, là. Au-delà de cette histoire-là, c'est aussi le langage, la forme, la sensibilité dans cette poésie-là. Je me suis dit, il y a un lien d'amitié que je veux établir. Et je n'avais pas trop fait mes recherches, mais au départ, je pensais que Marcella vivait encore à Victoria. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ça va être une relation par courriel, et puis Daphné va traduire ça, et voilà. J'ai demandé à Daphné, puis c'est Daphné qui m'a dit, non, elle vient à Montréal, puis on a travaillé ensemble, on se connaît. Moi, je capotais, je disais, mais là, c'est de l'amitié en plus, fait que c'est comme si le fil de l'amitié que j'ai ressenti avec ce livre-là, qui est finalement assez abstrait, est devenu ultra concret entre des individus qui travaillent autour d'un livre. Et ça, j'ai trouvé ça beau, tu sais. J'adore ça. Merci. J'ai envie de... Est-ce que tu veux intervenir, Daphné? Excuse? Ben, je voulais juste, c'est pas important, mais j'allais dire maintenant, en plus d'être amies, on est voisines. On a déménagé ensemble dans le même immeuble. Génial. Un autre élément de vos deux publications qui m'a énormément touchée, ben en fait, c'est un peu c'est très péjoratif dit comme ça, mais la posture killjoy, un peu que vous assumez, mais qui est pas négative à mon sens, justement. Puis c'est un truc dans Nous sommes un continent et qui revient souvent. Vous parlez du fait que vous vous retrouvez souvent, Karine Nicolas, être la personne dans le milieu universitaire, dans les milieux littéraires, à lever la main pour dire ben, mais regardez, ça n'a pas de sens, il y a encore que des personnes blanches, de dénoncer un peu les traces, ben, le racisme latent dans plusieurs événements, dans plusieurs dynamiques. Puis c'est quelque chose, ça même en fait, je trouve que c'est vraiment, vous avez des manières très courageuses de le faire aussi. Moi, ça m'a beaucoup touchée de voir que vous ayez le courage de faire ça, de nommer des situations sans nommer, mais
le milieu littéraire au Québec étant petit, les gens se reconnaissent, puis les gens savent que ça représente comme on sait qui est qui finalement. Puis ben, dans Tropico, dans la note, en fait, l'échange entre Daphné et Marcella que vous publiez à la fin, il y a un moment vraiment touchant, Marcella, où tu parles de la peur d'ennuyer le lectorat avec quelque chose qui est encore une histoire, qui n'est pas une histoire dans laquelle les gens peuvent se reconnaître, qui est une histoire qui dérange plus, qui conforte, justement, et puis que c'était comme une réticence que tu avais. Puis je vous l'adresse, mais je sais que Daphné, tu as sûrement aussi à dire sur cette posture-là. Tu es une personne qui, dans tes interventions publiques, et souvent aussi la personne qui dénonce, qui va mettre le bémol. Fait que j'avais envie de vous entendre sur... puis vous parlez aussi dans Nous sommes un continent de la fatigue que ça amène. Il y a un passage qui est très beau, vous parlez justement de la fatigue que ça crée, cette posture-là, le fait d'avoir une posture critique dans un milieu qui est difficile, qui est en soi critique aussi. Puis comment est-ce que c'est une posture que vous menez dans votre écriture? Comment vous le vivez dans votre carrière littéraire, universitaire? Ouais. Je pense qu'on parle beaucoup du fait dans la correspondance, Nicolas et moi. Nicolas est beaucoup plus présent que moi sur les réseaux sociaux, puis on en parle dans la correspondance. Moi, je suis capable de le faire, mais je suis capable de le faire sur différents supports. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à le faire sur les réseaux sociaux quand je le fais. Ça m'arrive de le faire sur les réseaux sociaux, c'est avec beaucoup, beaucoup d'anxiété, c'est extrêmement anxiogène et tout. Donc, je le fais dans certains espaces. Puis évidemment, Camille, tu es ma collègue de l'Euguéline, tu peux le faire dans des espaces de travail. Puis c'est toujours très délicat. Puis je le comprends que c'est délicat. Il faut prendre le temps. C'est ça, je pense que avec Nous sommes un continent, on avait le temps de réfléchir à certaines questions. On n'était pas dans cette espèce de vitesse, là, je réagis avec virulence, véhémence, on y va. En tout cas, moi, c'est un rythme qui m'affole, ce rythme-là. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, c'est juste, c'est personnel. Donc, j'ai besoin de temps pour réfléchir, parfois changer d'idée, parfois nuancer mon propos. Il y a tellement d'affects souvent qui sont impliqués dans certaines positions que je prends, ou enfin, parce que justement, quand on parle de racisme ou de discrimination, surtout dans le milieu universitaire, moi, c'est surtout de ça que je parle. Mais évidemment, ça me ramène à toutes sortes d'expériences, ça me ramène, et donc, il y a plein d'affects qui sont mêlés à ça. Je ne dis pas du tout que l'affect, c'est pas bon. Parfois, l'affect, c'est ce qui nous porte, puis c'est ce qui nous donne le courage, justement, de réagir à choses qui est très bien. Mais moi, j'ai souvent besoin de temps pour y penser, voilà, pour réfléchir et tout. Puis c'est ce que me permettait cette correspondance-là anachronique. On y revient souvent dans le livre, le fait que parfois on parle de quelque chose dans l'actualité, mais qui est déjà passé, au rythme fou où passent les nouvelles. D'être capable d'y revenir 1 mois et demi, ça semble, il y a des années, hein, on dirait que c'est arrivé. Puis même en relisant les épreuves, il y a certaines choses qu'on suit, la crise migratoire, par exemple, quand Trump enfermait, et évidemment, il y a encore des enfants qui sont séparés de leurs parents à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais on en parlait beaucoup il y a quelques années. Et là, on dirait que c'est complètement parti de l'actualité, ça a été évacué, alors qu'une correspondance comme ça qui permet d'y penser de façon anachronique, ça nous montre en fait comment ça s'inscrit dans une vision historique, ça s'inscrit dans une vision idéologique, politique et tout, puis ça a une continuité aussi. Donc, c'est ce qui me permettait, moi, je pense, de déployer peut-être un peu plus ma pensée. Donc, c'est ça. Je me suis peut-être perdue là, dans la réponse à la question, mais c'est ça. Oui, j'étais très intéressée dans la manière que vous parlez de ces confrontations et I agree about social media. Ce que je trouve difficile, c'est comme regarder quelque chose qui est 140 characters et penser comment est-ce que je peux dire tout ça? Parce que il y a toujours des choses que je veux mettre comme en parenthèse. Alors, c'est pour ça que je trouve que je peux faire ça plus et de façon plus complète en personne, avec les gens ou par courriel ou quelque chose comme ça. J'aime envoyer des very salty emails avec ce que je pense quelqu'un fait qui a été racist or otherwise bad. Mais quelque chose que ça m'a fait penser, c'est que je trouve que j'ai
j'ai passé comme toute mon enfance en silence avec les choses comme ça, parce que c'était juste une manière, je pense, peut-être c'était comme generational, mais ma mère était plus comme just laugh. Ríe nomás, ríete en la broma y olvídate. Like, just laugh and move on. C'est pas grand-chose. Ils sont stupides, en tout cas, ça va, ça va, ça va. Alors pour moi, j'ai dû faire beaucoup de unlearning et de comme voir en moi-même pourquoi le silence, pourquoi est-ce que je ne peux pas dire no, that makes me uncomfortable. No, I don't like that. No, that's racist. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire ça? Alors, ça m'a pris comme 5 ans pour me mettre en confiance, pour pouvoir dire quand quelque chose n'est pas correct avec moi. Quand je trouve quelque chose qui, je pense que quelqu'un peut réfléchir sur. Et toujours, je pense comme je veux avoir ces conversations d'une manière comme ouverte. Alors, je veux pouvoir dire, c'est ça ce que je pense maintenant, mais comme tu as dit, Karine, je veux pouvoir changer d'idée. Je veux pouvoir comme avoir plus d'informations et d'apprendre plus et d'être toujours comme uncertain. Je ne veux pas être comme certaine de la correcte chose de faire comme toujours. Je veux avoir d'espace pour être en question, en curiosité. Je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher de rebondir parce qu'il y a une chose que tu as dit, Marcella, que tu viens de dire qui m'a tellement touchée. C'est dit, je voudrais dire des choses en disant des choses entre parenthèses. Puis moi, j'écris beaucoup avec des parenthèses. Puis on me fait remarquer parfois, on me dit, est-ce que c'est un effet de style? Puis je savais comme pas comment l'expliquer. Puis je pense que je vais juste prendre ta phrase parce que c'est ça, en fait. C'est pas moi, je le fais pas par un effet de style. C'est je veux dire quelque chose, mais à la fois, je veux imbriquer une pensée dans ce que je dis. Ou parfois, je veux dire quelque chose et son contraire. Tu sais, c'est mon mode de pensée, c'est mon mode d'écriture. Donc, je trouve ça très drôle que tu le nommes. C'est ça, ça fait partie de ces espèces de parentés spontanées, des fois qu'on trouve, mais qui sont liées à l'expérience, je pense. Enfin, ouais. Oui, et je pense qu'on peut aussi penser des parenthèses comme en anglais, je vois quelquefois comme parentheticals, alors comme pour dire, ça c'est un élément de ma culture qui peut-être je dois expliquer. Alors c'est ça en parentheticals. Et quelques personnes n'aiment pas ça parce que c'est comme look it up yourself. Et quelquefois, alors je trouve que quelquefois je suis dans un côté ou l'autre. Comme quelquefois, je veux dire, quand quelqu'un me dit je n'entends pas pourquoi il y a de l'espagnol et c'est pas traduit, je pense comme ouais, yeah, c'est comme ça la vie. Pour quelques personnes, la vie est dans beaucoup de langues. Donc, pour quelques personnes, leur langue qui est la langue qu'ils parlent avec le plus confiance, in the most confidence, c'est pas la langue qui leur donne privilège. Alors, quelques langues sont privilégiées dans quelques espaces et choses comme ça. J'espère que c'est pas que je fais du sens. Mais juste pour dire aussi que les parenthèses ont beaucoup de fonctions. Mais justement, tu parles de la... Ah, vas-y, Daphné. Oui. Non, mais j'allais dire que ben, c'est ça ce que Marcella vient de dire, puis ce que j'ai retrouvé aussi dans Nous sommes un continent, c'est l'idée d'avoir plusieurs langues dans un texte sans nécessairement traduire, puis ben, ça me fait penser à des démarches aussi comme, mettons, Liane Simpson, je ne sais pas si Beta Samuke, en tout cas, qui fait la même chose avec la langue autochtone, puis est comme non, je ne traduis pas parce que justement aussi, ce que ça fait, c'est que je veux dire, c'est qui le lecteur idéal ou imaginé? Pourquoi ça serait quelqu'un qui devrait se faire tout expliquer? T'sais? Pourquoi c'est pas justement son peuple à elle? Ou, comme je trouve que ça... il y a vraiment comme un retournement dans ce geste-là, puis il y a vraiment une puissance qui est comme vraiment importante. C'est ça que je veux dire.
Justement, sur l'enjeu de la traduction, mais j'avais envie qu'on en parle un peu parce que c'est des enjeux qui sont importants dans les deux, dans Tropico comme dans Nous sommes un continent. Justement, Karine, Nicolas, vous dites que vous avez des postures différentes. En conclusion, dans une note à la fin, vous dites que vous avez des conceptions différentes de ce que doit être la traduction, de quelle place. Doit-on pas traduire les passages en espagnol, par exemple, dans un texte qui est publié en français, en langue principale française? J'avais envie de vous entendre un peu là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui était... Il y a quand même une tension dans... En fait, vos lettres, vous n'avez pas d'uniformité dans la manière de traduire d'une lettre à l'autre. J'avais envie qu'on en jase si ça vous tente. Ouais. Ça a été le fruit de beaucoup de conversations entre Karine et moi, mais pas juste entre Karine et moi, aussi avec l'équipe du groupe Nota Bene. Parce qu'il y a aussi des considérations, au-delà, il y a des considérations qui, à mon avis, sont beaucoup plus importantes, qui sont celles de linguistique, politique, esthétique, mais il y a aussi des considérations éditoriales. Et notre livre, moi, je le trouvais un peu compliqué sur le plan, sur le plan plastique, là, de la mise en page. Là. Il fallait décider qu'est-ce qui est en marge, qu'est-ce qui est en note en bas de page, qu'est-ce qui est en traduction, qu'est-ce qui est en fin de document. Et là, ça faisait qu'on se posait des questions qu'en réalité, elles m'emmerdent un petit peu, des questions de qu'est-ce qu'on va mettre en bas de la feuille. Mais les conversations, par contre, qu'on a eues sur la traduction, Karine et moi, étaient extrêmement intéressantes parce que ça nous amenait à considérer nos postures par rapport aux langues comme quelque chose de mouvant, comme quelque chose qui n'est pas du tout stable, fini une fois pour toutes. Et moi, qui m'intéresse aux enjeux queer depuis un bout, c'est super important pour moi de jamais m'asseoir sur mes certitudes. Et là, tout d'un coup, je me rendais compte que ça, c'en était une certitude. Je me disais, oh, il faut que je change ça parce que ça me confrontait. Évidemment, moi, j'étais plus un peu de de l'école dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas offrir de traduction du tout, jamais, et arrangez-vous avec ça. Pour toutes sortes de raisons, entre autres pour donner à lire l'expérience de la rupture de la langue et du sentiment de se faire abandonner par la langue, qu'on peut sentir lorsqu'on parle plusieurs langues et lorsque, moi, je parle parfaitement français, je parle très bien espagnol, mais ce n'est pas la langue que je parle aussi parfaitement que le français. Mais il m'arrive vraiment souvent d'avoir un mot en espagnol, puis être comme, voyons, je l'ai juste en espagnol, puis ça me prend quelqu'un d'autre de me dire, je pense que c'est ce mot-là que tu cherches. Puis avec Karine, c'est le fun parce qu'on peut le dire en espagnol, puis tout va bien. Cette expérience-là, c'est le fun de la donner à lire aux gens. Mais on a eu cette conversation-là parce qu'on se rendait compte que l'idée, c'était pas juste de décider un système pour l'usage de l'espagnol et de l'anglais, point, mais pour à quels usages, à quoi cette langue sert à chaque fois. C'est pas la même chose lorsqu'on lâche des mots en espagnol comme ça dans nos textes que lorsqu'on cite des ouvrages en espagnol ou que lorsqu'on cite Ansaldúa. Les raisons d'une traduction, de ne pas traduire, sont différentes d'un usage à l'autre. Et donc, c'était ce type de négociation-là qu'on devait avoir. Moi, je demeure un peu de l'école d'éviter le plus possible de traduire, mais je comprenais que puisque c'est un livre qui est un peu à cheval entre la correspondance, le récit de soi, puis l'essai littéraire, voire universitaire parce qu'on utilise des ouvrages qui sont étudiés à l'université. Il y avait tout d'un coup comme une mission qui n'était pas là au moment où on écrivait ces lettres, à mon avis, en tout cas pour moi, celle de faire connaître le travail d'Ansaldúa et de donner à lire à des gens l'usage qu'on fait de son travail. Et donc, à ce propos-là, je me rendais compte avec des arguments très, très convaincants de Karine, qu'elle pourra vous dire tout à l'heure, que c'est peut-être nécessaire, en fait, de déroger à ma petite règle un peu adolescente, finalement, de non, on ne traduit rien, arrange-toi avec ça, un peu rebelle, finalement, mais tu sais, qui, à mon avis, doit être visité là, selon le projet. Est-ce que tu voulais répondre, Karine? Peut-être juste qu'effectivement, c'était vraiment quand on est arrivé aux traductions
des textes d'Anzaldúa, où là, il fallait qu'on décide est-ce qu'on les traduit, puis c'est pas facile à traduire, là. Moi, on a fait, en tout cas, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, là, de mon côté, là. Je pense que, tu sais, on a fait ce qu'on a pu, mais je pense qu'effectivement, la considération était j'aimerais qu'elle soit plus connue dans les milieux francophones, parce que je me rendais compte qu'elle était moins connue dans les milieux francophones, puis moi-même, quand je l'enseigne, je commence à l'enseigner de plus en plus, j'ai souvent pas accès à des traductions, donc c'est ça que je disais à Nicolas, je dis pour vrai, ça va aider, ça va aider à ce qu'elle soit travaillée, à ce qu'elle soit comprise et tout ça. Et comme moi, je parle très mal l'anglais aussi, donc il y avait tout un enjeu voilà, tu sais, Anzaldúa, pour moi, j'arrive mieux à la saisir dans ses passages en espagnol, dans ses passages à la limite, mais ces passages en anglais sont encore difficiles pour moi. Il faut que je les relise, il faut que je les travaille, tout ça, parce que ce n'est pas une langue que je maîtrise bien. Je suis capable là, de lire l'anglais, mais donc, c'est ça. J'ai convaincu Nicolas comme ça. Et puis voilà, après, on verra. Je ne défends pas le résultat, là. Je défends la démarche, là, mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut le dire aussi qu'il y avait aussi, comme tu l'as dit, Karine, le défi de traduire une langue comme celle d'Anzaldúa qui, en soi, fait usage de 3 langues, de 2 langues. 3 langues même, parce qu'elle utilise tout un vocabulaire spirituel, ancestral, disons. Donc, elle joue énormément avec les variations de sens entre l'anglais et l'espagnol, avec la similitude de certains mots en anglais et en espagnol qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Et donc, traduire ces jeux-là, pour moi, c'était super difficile parce que je ne suis pas traducteur. J'ai l'impression que Daphné, c'est des défis qui se présentent à toi constamment lorsque tu traduis des gens comme Marcella. J'ai demandé l'avis à plein de gens là, sur des passages à traduire, à Karine, à Pierre-Luc, à mon copain, à toutes sortes de personnes. Comment je traduis ça? Là? Elle fait un jeu de mots, on ne peut pas le reproduire en français. Est-ce que je l'explique? Ça dénigre tout. Ça dénigre aussi le jeu des langues dans son travail, parce que tout d'un coup, quelque chose écrit en spanglish devient quelque chose d'écrit uniquement en français. Et là, on doit mettre des italiques. Est-ce qu'on doit écrire en crochet en espagnol dans le texte? Là, ça devient laborieux et c'est peut-être des questions que je n'avais pas envie de me poser. Puis Karine m'a comme convaincu qu'il fallait se les poser parce que ce sont des questions qu'on se pose quand on lit Anzaldúa de toute façon. Et donc, c'est comme si moi, j'essayais de faire de l'évitement en me disant « Ah, c'est rebelle », mais dans le fond, c'est juste pour pas faire le travail. Et donc, j'étais comme « Bon, OK, oui, bien vu ». Et ça fait que le résultat, bon, on le dit, là, humblement, on a fait ce qu'on pouvait, puis ça se peut que ce soit vraiment pas bon, ces traductions-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose de performatif là-dedans. C'est-à-dire, on a essayé. T'sais. Puis si c'est échoué, mais c'est encore mieux parce que c'est pas traduisible. Mais il faut l'essayer parce qu'on le fait de toute façon quand on la lit. Évidemment, j'aimerais ça en fait, j'ai envie de te relancer aussi, Daphné, justement, toi, tu es traductrice de métier, tu fais ça en plus d'écrire aussi. Et puis, justement, on parle d'effet de ces questions-là, est-ce qu'il faut préserver, est-ce que c'est au lectorat de faire l'effort de comprendre, au lectorat de se buter à des mots qui sont, ou des mots, des expressions ou des codes qui sont incompréhensibles, où on doit tout traduire, ça aussi. Justement, toi, en fait, à la lecture de la traduction de Tropico, en fait, tu réussis à préserver un effet, comment dire, à ne pas justement tout traduire, je pense, à garder quelque chose qui est... Puis en fait, ça devait être un enjeu parce que c'est quand même un texte qui était en anglais à la base, mais avec des expressions en espagnol aussi, puis des expressions qui relevaient pas de la langue, de la culture anglophone. Puis c'est ça, toi, en fait, tu écris une note aussi, tu t'abordes un peu en note de traduction ce que ça implique d'être une traductrice blanche qui n'a pas vécu non plus, qui a un vécu qui est très différent de celui de l'autrice que tu traduis. En fait, toi, comment est-ce que, comme traductrice, tu réussis à garder justement comment dire, je ne vais pas appeler ça un effet d'étrangeté parce que c'est péjoratif, en fait, mais cette espèce, ces marques aussi culturelles-là qui peuvent soit dérouter, soit mettre à distance, soit en fait, ça peut susciter différents rapports à la lecture. Mais... Oui, il y a plein de théories puis d'idéologies en traduction, tu sais, conserver l'étrangeté ou non et tout. Puis je pense que pour moi, je fonctionne vraiment pas avec des règles. Tu sais, moi, dans tout mon travail, que ce soit l'écriture ou la traduction,
j'aborde chaque chose dans un contexte particulier, puis j'y vais avec qu'est-ce que l'œuvre me dit, tu sais. Dans le cas de Tropico, je pense que la difficulté, c'est que j'avais, de un, quand on traduit, on développe une relation vraiment intime avec un texte. Puis je dirais que j'avais peut-être plus de pudeur, comme Marcella, justement, c'était mon amie, puis je la connais. Puis j'avais moins le goût comme de... Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, si on a lu mes traductions précédentes, mettons Tara Michel Digneux, que je les ai vraiment québécisées, tu sais, dans la langue, puis tout ça, puis là, j'avais plus de scrupules à faire ça, justement, tu sais, avec Marcella. Fait que peut-être qu'il y a ça qui est conservé dans Tropico. Mais ouais, c'est ça. Désolée, j'ai comme un genre de poche d'air au cerveau, mais je pense que aussi, ce que j'ai vécu, c'est que oui, je suis traductrice, mais j'ai vécu l'expérience d'être traduite récemment, d'ailleurs par un ami commun à moi et Marcella. Puis à travers sa traduction, j'ai vu à quel point, tu sais, par exemple, Alex, lui, prenait beaucoup plus de liberté. Puis, tu sais, je pense que quand on traduit vraiment avec son bagage en tant que personne, tu sais, son bagage culturel, son expérience de vie. Fait que je me dis, tu sais, peut-être que lui, cette personne-là a été élevée pour prendre plus, pour avoir plus confiance. Puis moi, j'ai pas cette approche-là, puis je le vois en lisant sa traduction, tu sais. Fait que oui, on peut pas faire abstraction de sa position, de son genre, de son appartenance culturelle et tout. Quand on traduit, en fait, on est vraiment conscient. On est comme le nez sur notre identité, puis le texte de l'autre. Ouais, c'est ça. Merci. Je ne sais pas si, Marcella, tu voulais ajouter quelque chose sur la traduction, parce que tu as aussi participé vous avez échangé autour des traductions. Justement, ça n'a pas été une traduction... ça t'est pas arrivé par surprise avec la publication, là? Non, on a parlé beaucoup et mon français n'est pas super bon, mais je peux lire si je lis comme très lentement. Alors, j'ai pu voir le travail que Daphné faisait comme, dans beaucoup de différentes sections of the process. Et j'étais super contente quand elle m'a parlé qu'elle voulait être la traductrice de Tropico, parce que, comme j'avais dit au commencement de la conversation, on est des amis et pas justement ça, mais on a une connexion littéraire, ce qui est comme une connexion intellectuelle. Alors, je trouve toujours que je peux parler avec elle quand j'ai des questions ou des problèmes avec la traduction. Il y avait des choses qu'on a parlé à propos de, comme par exemple, on le parle dans l'interview, mais avec le mot disappeared, c'était une grande chose parce que je ne me rappelle pas c'était quoi l'équivalent que tu as trouvé, mais c'était comme ce concept-là, on ne parle pas trop de ça comme un mot, et l'action d'être disappeared, et c'est un mot qui est très, très important dans le texte. Alors, c'était important pour moi qu'il y avait un équivalent qui avait le weight de ce mot en anglais. Et aussi, pour moi, comme le processus d'être traduire, moi, j'adore l'art. I love art. Alors, pour voir quelque chose que j'ai fait, être comme changé et le voir évolue dans cette manière, quelques années après que j'ai fait le texte originel, c'est comme une joie pour moi parce que je peux voir comme une autre artiste fait son art. Et c'est ça la traduction, c'est un art. Alors, pour moi, c'était comme j'étais avec mes binoculars. Mais j'aimerais ça rajouter quelque chose. Oui. Tu sais, tantôt, on parlait des médias sociaux, puis comme de la vitesse de l'actualité, puis du fait aussi d'établir une correspondance qui s'étale dans le temps, puis qui permet de penser. Je pense que la traduction, c'est un mode d'écriture
et de lecture qui oblige à ça, prendre son temps. Puis c'est aussi un travail de relecture, ce qui n'est pas nécessairement genre quelque chose qui est mis de l'avant, en tout cas dans le milieu littéraire, là, parce que justement, ça roule, c'est une industrie, puis les livres sortent constamment. Puis, tu sais, j'ai été libraire avec Marcella, fait qu'on sait que, tu sais, il fallait toujours lire les nouveautés. Moi, ça me pesait énormément, ce rythme-là. Mais l'idée, tu sais, de traduire Tropico quelques années après sa sortie initiale, le lire, le relire, le re-relire, après ça, de relire la traduction. Il y a comme un travail de lenteur, puis aussi, c'est comme une correspondance parce que, tu sais, j'ai eu la chance, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à Marcella, de pouvoir lui parler, puis, tu sais, on s'échange. Puis après ça, on échange sur la traduction. Après ça, on échange sur sa famille, ses histoires de vie, mes histoires de vie. Il y a vraiment comme quelque chose qui, ben, comme on disait, de la magie, mais il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre justement de l'immédiat. Puis je pense que ça, c'est une posture de résistance, en tout cas qui se trouve dans la correspondance, mais qui se trouve aussi dans la traduction. Ouais. Et pour ajouter à ça, ça me fait penser aussi, quelquefois, quand je lis un texte qui a beaucoup de théories, comme quand j'ai lu Nous sommes un continent, quelquefois je me trouve un peu stupide parce que j'ai pas toujours les références et choses comme ça. Et j'ai pensé quand j'étais en train de le lire, j'essaie de le voir plus comme j'avais dit avant, comme un opening. J'ouvre plus de portes. Et aussi, je pense aussi à ma manière d'écrire qui est, quelquefois, je trouve que c'est avec pas assez de références à la vérité, aux facts. C'est comme, je trouve que j'écris dans une manière comme intuitive, et quelque chose que était un peu comme... qui m'a aidé beaucoup dans ma propre vue de mon écriture et mon processus, c'était en parlant avec Daphné quand elle avait des questions à propos de quelque chose, qu'est-ce qui était l'intention ici, the intention here, que je trouvais que, oh oui, I had an intention, j'ai fait des choix, ils viennent d'une autre place dedans moi, mais je fais les choses avec des intentions et je pense que quand on est en face avec une question à ça, on peut trouver que oui, il y a plus d'une base dans le travail que peut-être qu'on savait. Alors c'était pour ça aussi que j'ai trouvé l'expérience d'être traduit une super belle expérience pour moi. Je veux ajouter quelque chose pour faire l'éloge de Tropico, parce que tantôt, je disais que j'avais beaucoup pleuré, là, ce qui est vrai. Je suis peut-être dans un moment sensible, mais puis évidemment, les relations père-fille, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais ce qui m'a profondément touchée, c'est la façon dont justement tu arrives, Marcella, à écrire l'incommunicabilité, à écrire le silence. Ça, j'ai trouvé, puis ça me touchait. Fait que, quand tu dis ma façon d'écrire, elle est peut-être plus intuitive et tout ça, elle est parfaite. Elle est parfaite. Puis ça devait être quelque chose à traduire, Daphné, parce que c'est comme si le gros de l'émotion, j'avais l'impression qu'il se situait souvent en creux. Entre les espaces, puis cette incommunicabilité souvent qu'on a avec nos parents qui ont connu tellement toujours pire, hein, quand on est les enfants d'immigration, là, on a presque un devoir d'être heureux. C'est Nicolas qui dit ça dans Désormais ma demeure, mais Olivia Tapiro le dit aussi dans Rien du tout. Il y a comme une espèce de pression souvent qu'on ressent, hein, les enfants d'immigration, évidemment. Puis c'est ça, je me répète, mais c'est cet espace interstitiel, que tu arrives à créer puis à aller investir. Moi, j'avais l'élan, puis il a vraiment fallu que je prenne des notes parce que là, c'était sérieux aujourd'hui. Il allait falloir que j'en parle. Puis il a fallu que
comme que je déplie, puis que je dis, OK, c'est ça qui m'a touchée autant. Puis évidemment, j'en profite pour le dire, évidemment, les remerciements m'ont tellement touchée aussi, parce que tu remercies tes parents. Bon, là, c'est ça, je veux pas pleurer, mais tu remercies tes parents, puis nous aussi, on prend le temps de le faire avec Nicolas, puis tu sais, des fois, en relisant des épreuves, j'étais comme, oh, c'est énervant, tu sais, on est à la fois en train de être des killjoys un peu, là, comme disait Camille tantôt, et à la fois toujours en train de se justifier qu'on est privilégié. Donc, on fait ça constamment dans le livre. Puis en même temps, je pense qu'on grandit. Je sais pas si ça, c'est plus latino ou c'est plus les enfants de migration, mais en tout cas, moi, je vais parler pour moi. J'ai grandi avec un devoir de gratitude. Je dois, mais dans le mot devoir, le sens du devoir, c'est dans tous les sens du terme. Je dois énormément à mes parents, je dois à ma famille, je dois. Et donc, il y a de la dette. Il y a de la dette. Je sentais la dette, je sentais de la culpabilité, je sentais de la dette. Ces remerciements-là m'ont tellement touchée, tellement, tellement touchée. Puis en même temps, je trouvais ça hyper intéressant que Daphné l'ait relevé en disant « Ah, c'est drôle dans tes remerciements, on dirait que tu t'excuses presque des coups. » Puis j'étais comme « Ah, je le trouve présent dans notre livre aussi, de façon peut-être différente, Nicolas et moi, parce que bon, on a écrit d'autres choses avant, c'est un autre moment dans notre écriture, mais on s'excuse encore. En tout cas, moi, je m'excuse encore d'écrire, puis je sais que je dois encore beaucoup et que je dois comme remercier. J'ai comme grandi avec ça. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais, là. J'ai juste grandi avec ça. Oui, je voulais dire, ça m'a fait penser à beaucoup de choses, mais je ne sais pas si c'est un peu TMI, mais j'ai juste commencé avec une nouvelle thérapeute et c'était par chance elle travaille beaucoup avec les réfugiés et les enfants de réfugiés. Et quand on parlait ensemble, elle faisait quelque chose qui m'a fait comme un peu brain explode parce que je disais quelque chose que mon père disait quand je pleurais. Il disait, ah, ya se está poniendo histérica. Yes, hysterical. Et j'essayais de le dire en anglais à la thérapeute et elle a dit, dígalo en espagnol, dígalo en espagnol. Et quand je l'ai dit en espagnol, j'étais comme, parce que il y a quelque chose là avec la langue qui est la langue qu'on connecte avec notre cœur. Je trouve quand vous parlez de ça dans le livre, la langue écrite qu'on a écrit avec et puis la langue comme de notre cœur. Et pour moi, cette connexion de dette et de devoir, je le sens aussi. Et aussi, quelque chose que je pense à beaucoup, c'est que moi, je suis la lucky one. Moi, je suis la plus jeune de ma famille. Je n'ai pas fait la migration de Chili. Je n'étais pas dans la famille qui a fait comme les refugees originels, qui ma mère, mon père, une de mes sœurs. Et moi, j'ai aussi ma mère m'a eu quand elle était plus âgée, alors elle avait plus de calme, elle n'était pas dans le milieu de son PTSD, elle était un peu comme plus sortie de l'expérience qu'elle avait vécue. Alors moi, j'avais une situation beaucoup plus calme et que mes sœurs, alors je me trouve comme, wow, so lucky. Mais en même temps, ce n'était pas vraiment lucky parce que j'ai eu beaucoup de racisme. Je me sentis comme tellement outside les autres gens que je connais parce que je pensais comme, wow, alors c'est pas commun que ta mère est dans un detention center. C'est pas comme the standard. Je me sentis si étrange, si comme, je n'avais pas de place dans ma communauté, je sentais. Alors, pour moi, c'est aussi comme il y a beaucoup de conflits. Je me sens toujours comme dehors et un peu dedans et un pied dedans tous les différents mondes, comme on a parlé avant. Et aussi juste ce sentiment de oh, je dois dire l'histoire parce que c'est important, c'est quelque chose qu'on doit préserver. Mais ça, c'est comme fatigant émotionnellement et ça prend it takes a toll.
Alors, c'est quelque chose que ce que tu as dit m'a fait penser aussi, parce que c'est comme, oui, je veux tell the story, je veux le dire de ma manière, je veux que l'histoire a de valeur, qu'on met du valeur sur ces histoires, mais en même temps, c'est vraiment difficile. On doit you have to like break yourself open and just like bleh. Alors, en cette manière-là, je trouve que sont des textes comme difficiles à faire. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que on ne ménage pas beaucoup, les membres de notre famille, de nos familles, dans nos écrits, parce que je suis d'accord avec vous, il y a ce sentiment de dette. Moi aussi, je suis un dernier de famille. Fait que ce sentiment de dette est aussi, je ne sais pas, moi, je le relie autant au fait d'être élevé comme l'enfant trop gâté parce que c'est le dernier, mais aussi qu'on traite un peu comme une poupée, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. On peut l'humilier, on peut le rejeter, on peut s'en servir, etc. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que si on a ce sentiment de dette de raconter une histoire, raconter l'histoire, raconter notre exil, raconter l'inscription exilique, disons, de nos familles, à partir du moment où on se dit « OK, mais je vais le faire à partir de mon point de vue, avec ma langue, avec mes entre-deux », ben, les résultats peuvent être peut-être un peu violents pour les membres de notre famille. Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai souvent parlé avec mon autre livre, Animitas, mais ma sœur qui vient de publier un livre cette année, elle a parlé beaucoup dans les médias du fait qu'elle expose mes parents au bout, surtout ma mère, et elle montre plusieurs travers de nos familles. Moi-même, je le fais beaucoup. Nos parents sont bien corrects avec ça, ça va, mais cette dette-là, j'ai l'impression qu'on l'équilibre avec c'est pas de la vengeance, mais avec le fait de dire, OK, on va le faire, mais on va le faire in our own terms, comme tu dis, mais ça veut dire des choses ou faire un portrait de nos familles, qui est le portrait de toutes les familles, c'est-à-dire complètement imparfaite. Dans Tropico, le père n'est pas toujours le fun, il n'est pas toujours sympathique. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça s'équilibre un peu. C'est peut-être comme ça qu'on se répare de ces dettes-là, de ce devoir-là. C'est en disant, OK, mais je vais le faire comme je pense qu'il faut, à mon avis. Merci. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un bel élan. Je me sens très mal de conclure la conversation là-dessus parce que c'est vraiment fascinant, c'est vraiment beau de vous entendre. C'est moi qui est émue. Moi non plus, je ne pensais pas avoir des petites larmes en animant une table ronde cet après-midi. Mais c'est ça, je ne sais pas si vous vouliez ajouter un dernier petit... Quelqu'un, un de vous qui voulait ajouter un petit un mot ou quoi que ce soit. Sinon, oui, voilà. Sinon, je peux juste vous encourager pour les gens qui n'ont pas déjà lu Tropico puis Nous sommes un continent. Je ne sais pas si je les tiens du bon sens. En tout cas, bref, allez lire. Merci, Nicolas. Oui, voilà, vous les... c'est ça, à les découvrir puis à plonger dans ces deux textes-là qui se répondent puis qui se font écho de manière assez magnifique. Puis là, je pense que la discussion aujourd'hui montre qu'il y a tellement de points de rapprochement puis de conjonction entre vos différentes démarches. Puis c'est vraiment, vraiment fascinant puis vraiment riche de vous entendre. Et merci beaucoup pour votre générosité puis pour vos interventions qui sont très brillantes puis justement généreuses de votre intimité, de votre intimité de création. C'est très riche de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. Animatrice de feu. Ouais, vraiment. Merci. Merci. Merci.